Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Christophe Demey. Bonjour Luc. Voilà, donc on va faire cette intervention de Réseau A+, et on remercie donc le salon pour cette fenêtre sur notre activité autour de la santé environnementale. Et pour illustrer la santé environnementale, donc la place de la santé environnementale, on a choisi de reprendre le thème et de développer le thème de notre congrès de 2021 qui s'appelait, enfin le thème était « Faire sans défaire n'est que ruine de l'humanité ». Alors, je pourrais même rajouter ruine des humanités, puisqu'on est proche de la frontière belge et en Belgique, les classes s'appellent les humanités, faire ses humanités. C'est-à-dire apprendre à se sociabiliser. Et si on se sociabilise, effectivement, c'est de dire que quand on habite quelque part, on prend soin de son habitat. Et l'humanité, c'est aussi prendre soin de son habitat. Et pour prendre soin de son habitat, aujourd'hui, la question qui se pose, et on en parlera en fin de conférence ici, c'est la révolution énergétique qui va nous imposer des grands changements dans l'intérieur, l'extérieur du bâtiment, les abords, le réchauffement climatique, etc. On va parler de ça. Et même la rénovation environnementale, plutôt qu'énergétique, selon moi. Voilà, tout à fait. On On retient le mot. Voilà, tout à fait. Rénovation environnementale. Alors, j'ai 6 diapos, ça va être assez simple. On reprend quand même ici notre idée de défendre la 10e proposition, des 22 propositions du CIS, collectif interassociatif pour la santé environnementale, qu'on a rejoint il y a 2 ans. Et donc je lis simplement cette 10e proposition qu'on a rédigée. Introduire un bilan de santé environnementale dans l'audit énergétique des immeubles bâtis, avec prise en compte de la dépollution donc des immeubles bâtis soumis à des opérations de rénovation énergétique, mais aussi de la qualité de l'air intérieur et ouverture d'une ligne budgétaire pour le financement de l'éradication des polluants particuliers comme le plomb, l'amiante, les phtalates, etc. Donc cette proposition qui faisait partie d'une pétition et d'une carte de vœux qui s'appelait de façon originale « Bonne année, bonne santé ». Et non pas bonne santé, bonne année, bonne santé, c'était bonne santé, bonne année, pardon. Donc bonne santé, bonne année, on démarre par la bonne santé et après on aura une bonne année. Alors là, c'est celui-là, pardon, je reviens. Donc la petite image qu'on voudrait présenter, c'est celle qui va le fil rouge de toutes ces 3 jours sur le Salon des maires et des collectivités. C'est un immeuble, alors là, complètement vulnérable. C'est ce petit immeuble qui est construit a priori en parpaing de béton, avec une couverture a priori en feubre-ciment, avec une porte d'entrée en bois qui est peinte en bleu. Cette habitation, vous le verrez, là on le voit le puits, donc elle a un puits, elle a quelques arbres quand même qui protègent. Et donc peut-être que pour le réchauffement climatique c'est pas mal, et elle est en plein milieu de la campagne. Alors elle est en plein milieu de la campagne parce que effectivement on voit bien là en élargissant que on n'a rien autour, quoi. On n'a rien autour et on se pose la question, ce bâtiment est-il vulnérable? Et si le bâtiment est vulnérable, terme qu'on a connu avec la Covid, que faire pour un bâtiment vulnérable? Est-ce que c'est déclarer qu'il est en fin de vie, vu la charge de travail qu'il va y avoir à faire pour sa rénovation? Ou est-ce qu'on dit, non, même les plus vulnérables, c'est ce qu'on défend comme idée, même les plus vulnérables, dans les contrées les plus reculées, on va s'en intéresser. Et donc là, bien sûr, on est sur le Salon des maires et on va s'intéresser aux maires qui vont être confrontés. Alors, pas les maires des grandes villes qui n'ont pas forcément des bâtiments aussi plantés dans un décor naturel idyllique, mais les maires de petites communes qui vont peut-être hériter un jour de friches, non pas industrielles, mais de friches rurales. Des friches rurales avec des bâtiments. C'est déjà un peu le cas aujourd'hui, je pense, avec notamment toutes les friches industrielles dont ils héritent, avec la problématique de l'amiante. Demain, ce sera aussi sans doute le cas également pour tout ce qui est énergétique. C'est-à-dire qu'il y aura des bâtiments qui auront un tel coût, comme pour l'amiante, il y aura un tel coût pour les rénover que ça deviendra des friches, que personne n'en voudra, qui seront invendables. Et forcément, ça risque d'échoir aux collectivités territoriales. Tout à fait. Alors, on élargit encore beaucoup plus. Et là, on se rend compte que c'est vraiment ce bâtiment, il est vraiment en plein milieu de la nature, dans une plaine. Voilà, on est dans la région de l'Est. Une plaine, il est en plein milieu. Un chemin de terre, vraiment le vrai chemin de terre, entre 2 champs, a priori cultivés. Pas de culture agressive. Bon, voilà, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est pas l'objet. Mais par contre, on a un ciel. Un ciel aussi qui est nuageux et qui avec des nuages peut-être un petit peu particuliers. En tout cas, on peut se poser la question au niveau du bilan environnemental qu'on voudrait lui faire. On l'a vu tout à l'heure, donc il y a un puits, donc de l'eau souterraine. Peut-être qu'il y a du radon, on ne sait pas. Peut-être. Peut-être qu'il y a du radon. Peut-être effectivement que dans l'environnement, on a quand même on est dans un smog de pesticides. C'est possible, vu la culture. Donc l'environnement, c'est prendre ça aussi en compte. Et on insiste, c'est pas que le bâtiment, c'est dans son environnement et donc les nuisances qu'il pourrait y avoir. A contrario, on ne voit pas de pylône électrique.
Non, non, non. Et puis, tout comme au niveau bruit, parce que c'est une des principales nuisances dans l'habitat, du parc immobilier. C'est même ce qui revient en général en tête lorsqu'il y a une D'accord. enquête. Les nuisances dans le logement, c'est ce qui apparaît en tête souvent, c'est le bruit. Il y avait une étude de l'ADEME qui parlait d'un coût annuel de 150 milliards d'euros à peu près, le coût sanitaire un petit peu du bruit. Donc là, a priori, j'ai envie de dire que le, le bien est plutôt épargné, me semble-t-il. Voilà, les petits oiseaux, etc. Alors peut-être qu'il y a des gros tracteurs qui passent, mais bon, là, Ça compte c'est pas, ça. l'anecdote, ça compte pas. Alors, en ville, un petit point quand même sur la situation, puisqu'on ne peut pas non plus la louper. On vient de la région lilloise tous les deux. On a quand même un événement il y a quelques jours, le 9 novembre, l'anniversaire de la rue d'Aubagne, les deux immeubles qui se sont écroulés. Alors, ou effondrés, on n'a pas encore l'expertise terminée sur la rue d'Aubagne à Marseille. Et bien là, on a eu deux immeubles qui se sont écroulés un samedi matin à 9 heures. Il y a un mort quand même, il faut le dire, un mort, un blessé. C'est pas la première fois à Lille, hein. Je crois qu'il y avait eu un immeuble là, en 2014. En 2021, il y a eu Dieppe, il y a eu Bordeaux, il y a eu Sanary-sur-Mer. Enfin, la liste est loin d'être exhaustive. À Douai, il y a pas plus tard qu'hier, il y a eu quelques immeubles évacués. Donc on s'aperçoit que c'est une problématique qui n'a rien de singulière, qui frappe pas mal de centres-villes un peu partout en France. et là, on est vraiment dans un souci qui touche de plein fouet les collectivités locales et notamment les maires, avec les arrêtés de péril. Là, apparemment, les arrêtés de péril, d'après ce qu'on lit dans la presse, hein, j'en sais pas plus, a été pris à 5 heures du matin. Bon, comment on fait pour prendre un arrêté de péril à 5 heures du matin? Il y a eu une évacuation partielle, on le voit bien. Donc voilà, il y a des questions. Et là aussi, c'est intéressant parce que la procureure de Lille, elle prend le taureau par les cornes là, hein. Elle se dit, elle fait l'appel à témoins. J'avais jamais vu ça, faire l'appel à témoins. Je prends tout ce qu'il y a comme information dans l'enquête. Non, après, ce sont des faits divers qui sont malheureusement récurrents. Après, ça soulève toujours une émotion légitime. Euh, on annonce toujours plein de choses. Je pense à la rue d'Aubagne à Marseille, où on a annoncé un tas de dispositifs. Finalement, bon, la seule chose qui a vu un petit peu le jour, c'est le plan pluriannuel de travaux pour les copropriétés. Bon, il faudra le voir aussi en application. Est-ce qu'il remplit cette promesse de diagnostic structurel, voilà, ou est-ce que le plan pluriannuel de travaux, c'est un peu la crainte qu'on peut avoir, sera simplement comment dire, très axé sur l'énergétique et purement l'énergétique. C'est un peu la crainte qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'aube de la rénovation énergétique, effectivement, il y a cette question structurelle qui surgit, qui se rappelle à nous avec les deux immeubles effondrés ou écroulés à Lille. C'est-à-dire qu'on va rénover des immeubles, mais avant de les rénover, il faudrait peut-être savoir s'ils sont en capacité d'être rénovés, voilà, de supporter, même si c'est une isolation par l'intérieur ou l'extérieur, peu importe, de savoir un petit peu si ces immeubles pourront supporter ça Voilà, parce que si c'est par l'intérieur, par exemple, on sait que si on rajoute des isolants par l'extérieur, on va perdre de la surface. Et on a des aussi. pièces habitables qui ne deviennent plus habitables. Aussi. Enfin, Voilà, donc du coup, on abat des cloisons. voilà. Voilà. Et donc, à bas des cloisons, peut-être qu'effectivement, dans ces immeubles. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux types d'immeubles, hein. On a un immeuble qui est en copro et un autre qui n'était pas en copro, qui était en pleine propriété. Donc, on aura les deux sur qui a fait quoi au niveau du mitoyen, parce que là, visiblement, d'après nos premières informations, c'est vraiment le mitoyen qui a souffert et qui d'une nature peut-être défaillante et qui n'a pas supporté quelque chose en plus. On ne sait pas si les travaux qui étaient, parce que l'immeuble était en travaux, même habité, ils étaient en travaux, est-ce que les travaux avaient aussi fonction de toucher à la structure? Et là, le diag structure qui est réclamé par Dominique Boussuge, qu'on a eu en interview, qu'on passera tout à l'heure, effectivement, ça va être intéressant. Alors, on voit bien que là, ce n'est pas certainement le cas, ce n'est pas dans le cadre d'une rénovation énergétique, mais toute rénovation, y compris énergétique, on devrait pouvoir avoir ce qu'on défend, nous, là, en étant aussi sur le salon, c'est ce qu'on va appeler le DIS. Le DIS, c'est le diagnostic intégral en santé environnementale. Alors intégral et intégrable, c'est-à-dire le fait d'intégrer les données et pas simplement d'avoir une multitude d'ampliations de diagnostics différents sans faire une synthèse. Il faut une synthèse à un moment, et là, la synthèse n'est pas financée. Donc on fait des directs, mais la synthèse n'est pas financée. Et donc on terminera effectivement par, voilà, bien sûr, on ne pouvait pas le louper. Infodiag, donc merci Christophe pour cet article, qui date déjà du 30 septembre, puisqu'on était juste 2 jours après la communication de la Commission européenne qui nous parlait de l'Europe pousse, alors le titre c'est l'Europe pousse à la France un avenir sans amiante. Alors la France est en Europe aussi, hein, mais comment on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on a des informations où on est dans le processus? Mais le contenu, pourquoi on peut penser qu'il y a
un changement de braquet ou un changement d'intention de la Commission européenne? Alors, parce que c'est une première. Donc, d'une part, c'est une première. C'est-à-dire que, grosso modo, ce qu'on disait en préambule, c'est-à-dire rénovation énergétique, attention aux mots. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de rénovation énergétique, rénovation thermique. Il vaudrait peut-être mieux parler de rénovation environnementale, justement pour prendre en compte ces problématiques. Il va se poser un gros problème, c'est que plus on va rénover, plus on va faire de travaux, et plus on risque de frapper dans l'amiante. Les pires passoires énergétiques, je le rappelle, c'est les années 50-70, c'est l'ère du tout amiante. Donc il y a un vrai problème qui se pose avec la rénovation énergétique. Donc on parlait du diagnostic structurel, mais c'est exactement pareil avec l'amiante. C'est-à-dire qu'on risque de... finalement, c'est vertueux, on va sauver la planète, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais on va peut-être exposer justement des populations, des occupants ou des travailleurs à l'amiante ou à d'autres polluants, hein, le plomb, je pense. Voilà. Aujourd'hui, il y a une réglementation en France qui existe, qui est très bien faite, mais qui est très mal appliquée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le diagnostic avant travaux, c'est fait pour la maîtrise d'ouvrage public, pour la maîtrise d'ouvrage privé, pas toujours, chez le particulier, très rarement. On va dire que grosso modo, chez le particulier, on peut dire que la plupart des chantiers aujourd'hui de petites rénovations échappent à ce diagnostic. Un exemple que vous connaissez bien, c'est les chaudières au fioul, puisque le gouvernement appelle à éradiquer les chaudières au fioul. On sait que tout ce qui est chaudière au fioul avant 97 contient de l'amiante. Et voilà, et toutes ces chaudières-là vont être changées. Très peu, vraisemblablement, ont aujourd'hui un diag avant travaux. Idéalement, donc voilà, ce serait une rénovation qui soit vraiment vertueuse, qui prenne en compte tout ça, la structure, l'amiante, etc. Aujourd'hui, en France, un exemple concret, on va financer la rénovation énergétique, mais on ne va pas forcément financer le désamiantage. C'est très très dur. L'Europe va changer tout ça, propose de changer tout ça. Alors il y a deux projets actuellement de refonte de directives qui sont sur les rails au niveau européen. Donc la première, c'est la directive de la protection des travailleurs qui doit aboutir fin 2022, début 2023 ou qui, là, on va renforcer prise en charge du désamiantage, repérage avant travaux systématiques, etc. Et une deuxième directive, donc justement, sur laquelle on voit un petit peu plus clair, donc c'est la directive sur la performance énergétique des bâtiments. Et là, c'est clairement dit, c'est que oui, on va faire une rénovation plutôt environnementale, on va prendre en compte la qualité de l'air intérieur, on va mieux prendre en compte la qualité de l'air intérieur, on va aussi prendre en compte l'amiante. Et puis, parce que l'amiante, ça coûte cher à retirer, on va aussi le financer avec les crédits de la rénovation énergétique. Donc oui, effectivement, il y a aujourd'hui ce gros problème que toute la filière amiante connaît. Et effectivement, l'Europe laisse entrevoir une lueur d'espoir parce que ça pourrait faire bouger enfin les choses là-dessus et éviter qu'on ait une rénovation, ce qui serait paradoxal, qu'on ait d'un côté une rénovation énergétique qui est vertueuse, mais qui aura peut-être exposé des populations à l'amiante avec tout ce que ça suggère derrière en termes de santé. Voilà, et on voit que là aussi, on est au Salon des maires et que les responsables politiques devraient, au niveau français, décliner et soutenir cette idée de l'Europe parce qu'il y a du financement européen. Donc oui, pourquoi pas prendre des financements européens. Et au plus bas des échelles de la responsabilité, je dirais des toutes petites communes et les intercoms qui pourraient se saisir de cette opportunité pour leurs propres bâtiments. Ça, c'est une chose, déjà faire ça. Et je rappelle qu'effectivement, au niveau des écoles, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc dans les années 95-96, oui, oui, effectivement, certains n'étaient pas nés, mais on avait pour la première fois eu une dérogation à la règle principale de financement des marchés publics, puisque dans le plan amiante, il était dit les communes qui avaient commencé leur plan quinquennal de 95-2000 pouvaient émarger au désamiantage, même s'ils avaient commencé les travaux. Ce qui est en général une règle fiscale très très rare à prendre. On vient dire, vous avez démarré les travaux, le texte qui vous autorise à avoir donc des financements à l'intérieur de ce plan quinquennal, alors que vous ne l'aviez pas déposé, vous pouvez quand même émarger. Il vous reste 2 ou 3 ans pour terminer, mais vous pouvez émarger. Le budget n'a pas été complètement, je vous rassure, le budget n'a pas été épuisé, le plan quinquennal. Mais c'était quand même un geste fort du régime fiscal en disant, si, on déroge. Et on a fait passer un décret pour déroger la règle fiscale. Donc là, on encourage effectivement les responsables politiques, donc les maires qui sont aux premières lignes de la responsabilité des immeubles qui dépendent directement de la commune. Mais allons plus loin. On a les maires aujourd'hui, pour des raisons d'insalubrité,
qui disent permis de louer. Bah, moi, je propose permis de rénover. Alors, j'ai envie de dire, il va exister, si les choses sont bien faites, il va exister déjà un petit peu avec cet audit énergétique qui est censé arriver. Alors, ça sera que pour les maisons qui sont mises en vente, etc. Mais vraisemblablement, bon, il y a aussi une version PPT, plan pluriannuel de travaux, qui va arriver aussi pour les copropriétés. Voilà, quelque part, on aura ça, quoi, parce que aujourd'hui, effectivement, ce qui retient l'attention, c'est tout le volet énergétique. On comprend parce que il faut faire la rénovation. On le sait depuis 15 ans, on le sait depuis le Grenelle de l'environnement qu'il faudra faire la rénovation. Là, aujourd'hui, c'est devenu un peu plus pressant. Il y a une pression financière. Donc, il faut laisser un petit peu de temps. Je pense que la qualité de l'air intérieur, par exemple, c'est bien immiscé dans cette rénovation énergétique. Il faut encore laisser un petit peu de temps, je pense, mais avec ces audits, ce sera finalement, oui, des permis de louer. Et effectivement, on peut supposer, le permis de louer existe déjà, et on aura un peu permis de rénover. Bah oui, il y aura peut-être, on peut imaginer un dispositif où il faudra aussi fournir les diagnostics, comme pour le permis de louer. Alors, tout à fait, puisque pour le permis de louer, ça reste une procédure administrative qui n'est pas attachée au dépôt de déclaration de travaux ou de permis de construire. Or là, par contre, on va se retrouver avec quelque chose de structurel où, effectivement, on va plus toucher à dire peut-être un permis de construire plutôt qu'une déclaration de travaux parce qu'on va toucher à la structure. Et que du coup, il nous faut peut-être une autorisation avant pour voir. Et du coup, alors on va revenir à la Belgique, vous allez comprendre pourquoi, parce que, évidemment, en maîtrise d'œuvre et dans les territoires flamands ou wallons, on a beaucoup plus d'intérêt tout de suite à prendre, quelle que soit la démarche, qu'il soit permis de construire ou pas, on va prendre vraiment, on va faire un bilan structurel de l'immeuble, on va savoir ce qui est capable de supporter ou pas. Alors, pourquoi je dis ça? C'est qu'aujourd'hui, 23 novembre, et ben voilà, nos amis d'outre-Quiévrain sont obligés, pour vendre leur logement, aujourd'hui, d'avoir un constat-vente amiante, ce que la France a inauguré en 2002. Donc ça fait 20 ans que la France impose un diagnostic, alors entre nous, que je trouve complètement has-been, pour apprendre un mot international, qui est même que contre-productif par rapport à ce qui évolue. Et je rappelle quand même que, pour ceux qui ont vécu l'histoire, quand même, qu'en 2002, ce n'était pas prévu qu'il y ait un diagnostic vente, et que c'est quand même entre les deux tours des élections, non pas les deux tours du World Trade Center, mais les deux tours des élections en 2001, enfin en 2002, du coup, qui est né ce constat vente. La décision a été prise avant. Pourquoi? Parce que la loi SRU n'était pas bouclée. Et on avait dans les cartons, et personne ne pouvait penser que le gouvernement à l'époque, qui continue d'appliquer la loi SRU, n'avait pas fini de mettre en place tous les décrets. Et donc, en catastrophe, on a introduit le constat vente pour dire au moins on aura bouclé la boucle parce que c'était prévu pour le plomb, c'était pas prévu pour l'amiante. Ceci dit, depuis des générations, on sait très bien qu'il reste des conflits et des litiges au moment de la vente avec un diagnostic qui n'a pas les moyens. J'accuse personne, je dis que le diagnostic et la convention n'ont pas les moyens, puisque pour s'exonérer d'un vice caché, et là on va revoir les vices cachés dans la structure, s'exonérer d'un vice caché, il suffit de faire quelque chose visuel de ce qu'on voit sans regarder derrière. Là, cet immeuble apparemment, les immeubles sont effondrés à Lille, je reviens sur Lille, on avait des belles finitions. On voyait effectivement des doublages à l'intérieur en plaques de plâtre, pour ne pas citer de nom. Sauf que derrière, peut-être que le mur était complètement pourri. Et si le mur est pourri, on a beau mettre du plâtre et de la peinture et un isolant. Alors, vous soulevez justement un autre aspect, c'est que effectivement, on va faire cette rénovation, donc on peut supposer que des immeubles comme à Lille qui ont une superbe façade, ça sera forcément une isolation par l'intérieur. Donc, c'est aussi le moment d'aller voir la structure, parce qu'on va déshabiller vraisemblablement ces immeubles. Donc, si on ne fait pas ce diagnostic structurel là, maintenant, au moment de la rénovation énergétique, ça risque d'être problématique, parce qu'ensuite, on va isoler, on va plaquer, on va mettre voilà, un placo. Et on aura pu, les experts auront beaucoup moins de moyens de voir un petit peu, de jauger l'immeuble, de diagnostiquer. Voilà. Et donc, comme on sait que ça va être long, parce que tout le monde n'intervient pas en catastrophe comme ça, il va y avoir beaucoup de demandes aussi, c'est vrai, peut-être qu'effectivement, le temps de financement, c'est le coût, mais y compris la perte à gagner, puisque si c'est du locatif, des bailleurs privés ou publics, mais surtout des bailleurs privés, qui, la rénovation énergétique, c'est bien, mais quelque part, eux, rénovation énergétique, c'est une valeur en plus, mais ce n'est pas eux qui payent le prix de chauffage, c'est le locataire. Donc on voit ce dilemme. Par contre, un locataire absent pendant un mois de plus que ce qui était prévu, ça va coûter cher. Donc le reste à charge du loyer, je pense qu'aussi ça doit être quelque chose qui doit entrer dans ce dispositif, parce que c'est normal. Un propriétaire bailleur de bonne foi
avec des bonnes intentions, doit être effectivement dédommagé par rapport à celui qui fait ça vite fait, bien fait. Et on voit ce que ça donne, vite fait, bien fait. On abat deux cloisons où on cache misère puisqu'on voit qu'il y a des fissures de l'intérieur et en fait, on ne va pas surtout pas les dire parce que autrement, ça pourrait avoir des répercussions financières, on le voit bien. Et donc, je reviens terminer sur la Belgique, c'est qu'on va voir aujourd'hui aussi, donc c'est la journée en même temps européenne. On va avoir une délégation, enfin le retour, parce qu'on a fait une délégation au Forum européen qui a eu lieu à Amsterdam le 10 et 11 novembre dernier. On a vu un musée de l'amiante. À Amsterdam, il y a un musée de l'amiante. Voilà, donc ils ont visité, la délégation a visité un musée de l'amiante. C'est intéressant de faire un musée de l'amiante en France. Oui. Avec des... Je ne suis pas sûr qu'en France, il y ait une volonté de faire un musée de de l'amiante. Ouais, il n'y a pas la volonté, mais nous, on est là pour promouvoir. Donc, pourquoi pas. Ça reste quand même un sujet très sensible, même si c'est interdit depuis 25 ans. Oui, mais pour dédramatiser, je pense qu'il faut aussi aller plus loin. Et puis, pédagogiquement, voilà, ce serait intéressant que les générations futures n'oublient pas certains matériaux ou produits qui risquent d'être orphelins. C'est surtout un sujet. Alors, quand on parle d'amiante, on a souvent l'impression que c'est quelque chose qui appartient au passé, 25 ans d'interdiction. Bon, quand on voit les victimes de l'amiante, elles ont toutes atteint un âge souvent canonique. Et on se trompe parce que justement, il y a la rénovation énergétique. Et aujourd'hui, alors, selon les estimations, je crois que c'est 20 millions de tonnes qui restent en place. C'est l'estimation courante. Ouais, Voilà, qui n'est pas forcément en bon état parce qu'elle a au moins 25 ans. Donc non, c'est aussi un scandale à venir, vraisemblablement. Voilà, avec des expositions du coup qui redémarrent, puisqu'on voit que les expositions, les gens qui déclarent aujourd'hui, les personnes qui sont atteintes de mésothéliome ou d'autres types de cancers ou de plaques pleurales, sont les personnes qui ont été exposées essentiellement, dans la grande majorité, avant 1997. C'est ça. Mais 25 ans plus tard, comme c'est à peu près la latence classique, on commence à avoir des cas aujourd'hui, y compris chez les travailleurs de l'amiante, il ne faut pas l'oublier, hein, puisqu'on a baissé les seuils autorisant les travailleurs à être exposés à l'amiante, qui sont bien supérieurs à ceux de la population, mais en baissant les seuils, ça veut dire qu'on reconnaît que le seuil d'avant n'était pas suffisamment bon. Et tout à fait. on est dans le Tchernobyl de l'amiante, c'est-à-dire qu'on a envoyé des travailleurs au casse-pipe, des fois d'ailleurs à l'époque, des travailleurs un petit peu... 3 mois de visa de tourisme pour pouvoir faire des émontages en France, qui retournaient chez eux sans suivi médical, il faut l'insister aussi. Et là, on risque de nouveau avoir, par les filières du traitement énergétique, des je fais tout pour pas cher.com et du coup avoir des offres très alléchantes. Je rénove votre bâtiment, comme on l'a eu d'ailleurs, vous vous souvenez, hein, pour la rénovation des toitures. On a eu des tas de caravanes qui venaient se déplacer de village en village, qui faisaient des lotissements complets pour pas cher parce qu'on était sur place, qui tapaient ils sortaient les isolants par les toitures, ils ont cassé les tuiles, etc. Ils sortaient les isolants par les toitures, ils remettaient un coup de perlimpinpin ou de différents produits, on rebouchait remettait les tuiles sans en remettre la sous-toiture. Que ça, on avait oublié d'en mettre la sous-toiture. Et on a eu des quantités de dégâts qui sont arrivés sur ces bâtiments de lotissement des mêmes années parce qu'on avait des financements pour les combles. Voilà. Et donc, le comble, c'est qu'effectivement, ce n'était pas du tout suivi. Et on a des tas d'opportunistes qui sont venus. Mais là, on va voir la même chose, hein, si ce n'est pas suffisamment encadré. Vraisemblablement, si ce n'est pas suffisamment encadré, s'il n'y a pas des financements clairement pour le désamianter, alors pour désamianter, mais aussi pour diagnostiquer, pour accompagner aussi alors une forme de conseiller énergétique peut-être et conseiller environnemental plutôt, voilà, qui sera capable de dire, bah oui, par exemple concret, il faut faire les combles, mais attention, vous avez une toiture qui est amiantée. Voilà, qui aura une vision un peu globale, qui sera capable, voilà, aussi de voir s'il y a un problème de la structure, voilà. Et c'est aujourd'hui, oui, effectivement, si on n'a pas ça, on court à la catastrophe. Voilà, avec aussi toujours ce petit rappel que si on veut rester dans l'indépendance des gens, la personne qui serait chargée du diagnostic, a priori, ne devrait pas, même si elle a les compétences, suivre cette mission. Alors, ça, c'est dans le texte, d'être indépendant par rapport à la mise en œuvre et puis la propriété. Hein, donc, avoir Et puis, dernier point, on est sur le salon des maires. Donc, comment, du coup, les services techniques des communes qui sont appelés à visiter les logements insalubres, qui sont quand il y a effectivement un service d'hygiène et de santé, ou bien qui font appel à l'ARS, enfin, en tout cas, pardon, au service santé donc départementale pour pouvoir avoir un avis sur les logements insalubres, on devrait intégrer fortement la présence des polluants, beaucoup plus fortement qu'aujourd'hui, et la possibilité de déclencher sur signalement, on va dire, d'un riverain ou d'un locataire, signalement d'aller effectivement voir ce qui se passe dans les travaux, beaucoup plus facilement que ce qu'on fait aujourd'hui, ils sont débordés, hein, on est bien d'accord. Les grandes villes ont des services d'hygiène qui sont très performants, les petites communes n'en ont pas parce que elles délèguent ça aux services de santé déconcentrés. Voilà, peut-être que là aussi, les services techniques et un renfort, une formation, du coup, prenons le temps de la formation de ces services techniques. Et donc là, si on est au Salon des maires et on sait très bien qu'il y a des services techniques qui viennent aussi accompagner dans la visite, c'est aussi un message pour les services techniques. On est prêt à vous accompagner pour vous définir en gros les besoins que vous aurez. Et voilà, donc on retombe bien sur cette notion de santé environnementale qui devient très pragmatique
comment on va accompagner la révolution énergétique environnementale par pas simplement le choix de la source d'énergie, hein, qui bien sûr est un sujet qu'on n'aborde pas nous, mais voilà, c'est plus pour le climat. Nous, on aborde des pragmatiques, les moyens, les procédures, les autorisations, le contrôle, la formation de tous les acteurs, qui soient donneurs d'ordre, ou qu'ils soient maîtres d'œuvre, ou qu'ils soient diagnostiqueurs. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est notre journée diagnostic à la maîtrise d'œuvre. Donc, on va avoir cette articulation entre le diagnostic et la maîtrise d'œuvre. Voilà, donc on a aussi une délégation de solutions, parce qu'on voit les sacs sur la diapo, là on voit effectivement les sacs de Big Bag qui attendent de partir quelque part. Alors on a deux grandes filières en France aujourd'hui, on a Inertam qui est là présent sur le box d'Inertam sur la santé environnementale, la place de la santé environnementale, mais on va voir tout à l'heure donc des Hollandais qui viennent défendre une filière d'inertage à l'eau. Oui, en France aussi, il y a eu un rapport du ministère là-dessus. Il y a quoi? Il y a un an et demi. Voilà, il y a aussi toute une réflexion aujourd'hui parce que on ne peut pas aujourd'hui se contenter de solutions où on enfouit les déchets amiantes en les laissant au bon soin des générations futures, sachant que le maître d'ouvrage reste au propriétaire des déchets et qu'il n'est pas à l'abri que dans 20 ans ou dans 30 ans, on vienne le rechercher, qu'on lui fasse repayer pour déterrer les déchets et aller les traiter dans une filière d'inertage. Voilà. On n'est pas à l'abri. On ne sait pas personne, on ne peut pas savoir. Voilà. Donc oui, effectivement, ça fait partie. Aujourd'hui, la filière, elle est, hormis Inertam qui existe depuis une quinzaine d'années, elle n'est pas encore en capacité, loin de là, d'absorber tout le flux de déchets amiantés. Mais c'est sans doute une solution d'avenir. Alors, on a terminé. Simplement, je remercie Christophe, mais on l'a oublié de présenter au départ. Merci. Voilà, donc simplement, je le montre. Hop là, voilà. Donc, Infodiag, on retrouve Infodiag sur LinkedIn, sur les sites internet. Oui, sur tous les réseaux sociaux, puis sur Internet, bien entendu. Voilà, on peut nous contacter, il n'y a aucun souci. Voilà, merci. Merci. Bonne journée.